Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Ce soir à l'émission, enfin, on a du football dans quelques jours. Donc, je reviens avec les affrontements à surveiller. Quelques constats également là, dans mes deux repêchages fantasy football. Quelle stratégie qu'on pourrait modifier là, pour aller chercher le maximum de valeur à chaque position. Et également, je vous suggère deux défensives qui pourraient vraiment là, être intéressantes dès la semaine numéro 1. Tout ça à l'émission Fanball cette semaine. Bonsoir, bienvenue à une autre émission de Fanball, épisode numéro 6 de la saison 2 maintenant. Et on a parlé de football, on a fait de décompte top 10, top 12 des meilleurs corps arrière, receveurs de passe et porteurs de ballon. Mais je voulais commencer l'émission avec mes constats parce que j'ai déjà eu la chance de faire quelques repêchages dans mes fantasy football. Entre autres, premier constat que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque année, je me le note, mais les corps arrière sortent extrêmement rapidement. Donc, si vous n'êtes pas trop convaincu avec un corps arrière, je vous recommande de vraiment là, vous donner quelques rondes et vous récupérer des bons porteurs de ballon, des bons receveurs de passe. Peut-être que vous aurez un désavantage à la position de corps arrière, mais à chaque semaine, vous allez avoir un avantage pour la position de receveur de passe et de porteur de ballon. Et ce sont les deux positions qui rapportent le plus parce que je dis toujours la même chose. La différence entre le meilleur corps arrière et le moins bon, c'est pas autant que le meilleur porteur de ballon et le moins bon. Parce que quand on arrive à des moins bons porteurs de ballon qui jouent à peine peut-être 5-6 jeux là, par match, c'est difficile d'accumuler beaucoup de points, contrairement à des corps arrière qui ne sont pas reconnus justement pour être des bons corps arrière. On peut penser à un Baker Mayfield que vous pouvez repêcher là, ou même aller chercher dans les agents libres. Il va quand même vous donner 16-17 points par semaine. Donc, c'est toujours une bonne option d'attendre à la position de corps arrière. Et je sais que dans certaines ligues, si vous avez deux corps arrière que vous devez mettre comme deux corps arrière partant là, semaine après semaine, là, la stratégie peut changer et je vous recommande de peut-être aller piger un corps arrière rapidement. Mais sinon, si vous avez juste un poste pour un corps arrière dans votre équipe, attendez, laissez les gens piger là, les Josh Allen, les Lamar Jackson et allez piger là, plus tardivement comme corps arrière parce que vous allez avoir des avantages à la position de receveur de passe et à la position de porteur de ballon. Et c'est vraiment ces deux positions là, qui sont très importantes là, dans les fantasy football. L'autre constat que j'ai remarqué, les joueurs recrues, on a toujours un peu plus de difficulté à les repêcher. Hein. On peut penser à un Marvin Harrison Jr. qui est... on planifie là, qu'il va sortir en deuxième ronde, mais pour les repêchages que j'ai fait, il sort en fin de deuxième ronde, début de troisième. On semble vouloir le laisser aller. Là. On aime mieux aller chercher un joueur qui est établi. Donc, si vous êtes plus convaincu avec un Harrison Jr., allez-y, allez le chercher. Et il peut même glisser et tomber à votre rang, donc ça peut être une bonne option. L'autre joueur que j'ai remarqué, Trey McBride, l'ailier rapproché des Cards de l'Arizona, drôle de le dire, mais c'est un autre joueur des Cards de l'Arizona. On est encore, même si il a connu une saison recrue incroyable l'année passée, on a entendu beaucoup parler de Sam Laporta, mais McBride était quand même un très bon ailier rapproché et avait connu là, une fin de saison incroyable avec Kyler Murray. J'ai encore l'impression que les gens sont réticents à aller le chercher. Pourtant, on le classe dans la même catégorie que Laporta et Kelsey cette année. Donc, on arrive en troisième ronde et souvent Kelsey, Laporta, ça sort rapidement. Et McBride peut glisser en fin de troisième ou en début de quatrième, ce qui fait en sorte que vous allez avoir peut-être pour un allié rapproché qui va vous accumuler autant de points qu'un Kelsey et un Laporta et vous l'avez repêché une ronde plus tard, ce qui fait en sorte que vous avez peut-être un receveur ou un porteur de ballon élite une position plus tôt que votre adversaire. Donc, vous avez un avantage au bout de la ligne. C'est là que c'est important d'aller chercher vraiment là, les joueurs qui glissent. Hein. Je sais que je vous ai donné des plans, une stratégie à faire semaine après semaine pour ronde après ronde pour vraiment repêcher le meilleur joueur disponible. Mais des fois,
il peut y en avoir qui glissent dans les repêchages et c'est là l'importance de s'ajuster et d'aller le chercher. Peut-être je pensais aller repêcher un corps arrière en 4e ronde. Finalement, dans ma ligue, les 3-4 adversaires ont repêché des corps arrière en 2e ronde. Selon moi, c'est peut-être une erreur, mais ce qui fait en sorte que vous avez un avantage à l'autre position. Si vous copiez vos adversaires, vous n'allez pas avoir un avantage. Vous allez avoir la même équipe que votre adversaire. Et là, c'est un pile ou face. Si vous ajustez votre stratégie en conséquence, vous pouvez avoir un avantage net. Et c'est là l'important d'avoir peut-être une stratégie principale, mais également avoir des options. Là. S'il y a tel joueur qui sort, OK, je vais bifurquer vers les receveurs de passe. Si tel joueur sort finalement, je vais prendre l'avantage, je vais aller chercher un allié rapproché au lieu du corps arrière parce que je pensais que ce serait le corps arrière et vice-versa. Donc, il faut toujours avoir une certaine flexibilité et c'est là l'important d'observer. Il y a peut-être des petits bijoux là, qui vont glisser là, dans votre repêchage fantasy football. Donc, ça, c'était pas mal mes 2 gros constats que j'ai remarqués. Les alliés rapprochés et les corps arrière sortent très tôt. Et pour les alliés rapprochés, je parlais de McBride, mais il y en a des très bons un peu plus tard. Là. On peut penser à Kincaid, à Cal Pitts. Il y a même Ferguson qui sort 9e ou 10e ronde. Et Ferguson était une très belle option avec les Cowboys de Dallas. Et là, avec seulement CeeDee Lamb comme cible, Ferguson risque d'avoir encore un peu plus de cibles dirigées vers lui, des ballons dirigés vers lui. Et automatiquement, plus que de ballons dirigés vers un receveur de passe, plus qu'il y a de chances de faire des points. Donc, ça peut être vraiment intéressant là, pour les amateurs de fantasy football. Donc, pour la position d'allié rapproché, moi, je suis aucunement là... je me grouille aucunement à aller de sauter sur un allié rapproché parce que je sais qu'il y a de la profondeur à la position, contrairement aux dernières années où habituellement on avait Travis Kelce, Mark Andrews et après ça, il y avait un énorme gap et on avait plein de petits alliés rapprochés qui allaient chercher des petits points ici et là. Mais maintenant, là, cette année, on a plusieurs bonnes options. Donc, gardez votre calme pour la position d'allié rapproché. L'autre constat, c'est les corps arrière. Ils sortent rapidement. Allez chercher là, ces rondes-là pour en profiter pour des bons receveurs de passe et des bons porteurs de ballon. Si vous dominez à ces 2 positions-là, vous allez remporter votre fantasy football presque 9 fois sur 10. Donc, voilà, c'était mes 2 constats. On va parler des choses sérieuses maintenant. Enfin, la saison de la NFL commence cette semaine. Ça commence avec un match du jeudi soir, comme on les adore, entre les Chiefs et les Ravens, 2 puissances de la Ligue nationale de football. Et je ne serais pas surpris de voir une victoire des Ravens. Pourquoi? On se rappelle l'année dernière, les Chiefs avaient affronté les Lions de Détroit et la victoire... c'était les Lions qui l'avaient remporté finalement, là, un match serré. Les Chiefs reviennent de des festivités, reviennent de... on a l'attention s'est dirigée vers les Chiefs. Donc, pourquoi pas aller chercher les Ravens? Ça peut être une surprise là, pour ce premier match. Est-ce que automatiquement, je dis que les Ravens vont finir plus haut au classement que les Chiefs? Non. Mais pour la première semaine d'activité, je crois que les Ravens peuvent surprendre les Chiefs, même si le match est à Kansas City. Par la suite, exceptionnellement, on a un match le vendredi soir, match au Brésil entre les Eagles et les Packers. Ça va être un match intéressant. Là. Pour la première semaine de football, on va avoir du football en masse. Match du jeudi, match du vendredi, toute la journée dimanche et un match du lundi. Donc, pour le vendredi, je crois que ça va être un bon match parce que les Eagles et les Packers sont 2 formations qui peuvent... s'échanger là, les positions là, dans les séries d'après-saison, les éliminatoires de la NFL. Donc, ça va être intéressant de voir là, dès la première semaine d'activité si les Eagles vont chercher la victoire contre les Packers. Ça va peut-être les aider là, au bris d'égalité en fin de saison. Donc, tous les matchs sont importants, surtout dans la Ligue nationale, dans l'association de la nationale. Je crois que les équipes vont être extrêmement serrées. La division, je vous en ai parlé, la division nord de la nationale, c'est l'une des plus relevées dans la NFL. Donc, ça va être un match important. Et même pour la division est de la nationale avec les Eagles, les Cowboys et les Commanders qui pourraient brouiller les cartes. Donc, tous les matchs sont importants. Et là, c'est un match
territoire neutre. Donc, c'est encore plus important là, d'aller chercher une victoire parce qu'on a encore nos matchs à la maison là, qui vont nous aider là, à aller stabiliser l'affiche par la suite. Donc, ça va être très, très intéressant. Je me suis noté quelques rencontres à surveiller pour cette première semaine d'activité. Là. Je sors le cahier de notes là, à ma gauche pour en discuter, entre autres. Dimanche à 13h, le match que je vais regarder, j'ai 2 matchs que j'ai notés. Premier match, c'est entre les Steelers de Pittsburgh et les Falcons d'Atlanta. Match est à 13h. Les Steelers, on a l'attaque avec Russell Wilson. Est-ce qu'elle sera au rendez-vous? Et pour ce qui est des Falcons, je sais, vous l'avez écouté là, les dernières émissions de Fanball, j'ai beaucoup d'espoir que les Falcons vont être une attaque et une équipe à surveiller. Et ça commence dès la semaine numéro 1. Si on est capable de s'établir et de montrer qu'on est capable de battre une équipe comme les Steelers, à chaque année, là, ça joue pour 500 ou un peu plus. Donc, si les Falcons battent une équipe de 500, bien, automatiquement, ça nous donne une idée que les Falcons, ça va être du sérieux. Si on l'échappe ou on se fait sacrer une volée, même à domicile, là, on va comprendre que les Falcons, on a peut-être été un peu trop intense avec eux et ça va être peut-être plus difficile pour le reste de la saison. Sans dire qu'ils ne vont pas faire les séries, mais ce ne sera peut-être pas les Falcons de 13 victoires, 4 défaites. Ça va peut-être être des Falcons de 17 ou 9-8 ou 11 à la limite. Mais je pense que je donne un petit léger avantage aux Falcons pour ce match parce qu'on va jouer à domicile. Si le match était à Pittsburgh, peut-être j'aurais tendance à mentionner que ça va être Pittsburgh, mais là, le match est à domicile à Atlanta. J'ai l'impression qu'avec, entre autres, Kirk Cousins, on a Kyle Pitts qui va être là, Drake London, B. John Robinson, et les acquisitions qu'on a fait en défensive avec Matthew Judon et Simmons comme maraudeur, je pense que ça peut être vraiment une bonne chose pour les Falcons. Ça, c'est le premier match à 13h que j'ai mis sur ma liste. Je risque de regarder principalement ce match, mais sinon, je vais zapper avec le match entre les Texans de Houston et les Colts d'Indianapolis. On se rappelle de ce duel entre C.J. Stroud et Anthony Richardson. Pour les amateurs de fantasy football, c'est certain qu'on a énormément de joueurs dans ces deux équipes. Premièrement, les Texans ont une attaque formidable avec Stephon Diggs, Nico Collins, Tank Dell. On a même Joe Mixon à la position de porteur de ballon, C.J. Stroud comme corps arrière. Et du côté d'Indianapolis, on a quand même Pittman à la position de receveur de passe, mais on a surtout Jonathan Taylor et Anthony Richardson qui peuvent aller chercher des touchés au sol. Donc, je pense que ça va être impressionnant parce que tout le monde donne favori les Texans. Mais le match est à Indianapolis. Il ne faut pas oublier qu'avec un Anthony Richardson en santé, on se bataillait là, dans cette division là, pour la première position. Donc, j'ai hâte de voir. Ce qui m'inquiète un peu pour Anthony Richardson, c'est que dans le camp d'entraînement, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi qu'Anthony Richardson, son bras, n'était pas un bras de calibre NFL. Il était plutôt un monstre comme corps arrière dans le sens qu'il est spectaculaire, il est énorme, il est capable de facilement d'éviter les plaqués, il a des bonnes jambes pour aller chercher, mais on dirait qu'il pense à la course avant de penser à la passe. Et pour les corps arrière qui ont toujours eu ce réflexe-là, ça finit par les rattraper dans la NFL parce qu'il faut penser à la passe. Et si ça ne fonctionne pas, là, on se sert de nos jambes pour aller courir. Mais pas l'inverse. Parce que si on pense à la course, ben on devient prévisible. Et là, quand on devient prévisible dans la NFL, c'est jamais très bon signe. Donc, c'est l'autre match à 13h que je vais surveiller. Sinon, les matchs à 16h, j'en ai noté un là, sur ma liste. Cowboys contre les Browns de Cleveland. Le match est à Cleveland. Moi, j'ai l'avantage à ce match-là. Je donne l'avantage aux Browns. Browns, une défensive qui est presque impénétrable année après année avec entre autres Myles Garrett. Oui, du côté de Dallas, on a une défensive qui est quand même très bonne avec Micah Parsons, mais je donne l'avantage à la défense des Browns. Je donne également l'avantage du coaching aux Browns avec Stefanski contrairement à McCarthy. Et pour le reste, pour l'attaque, c'est pas mal 50-50. On oublie qu'on a un Amari Cooper qui est excellent avec Cleveland. D'ailleurs, Amari Cooper, j'ai toujours l'impression qu'il glisse dans les repêchages fantasy football.
un peu plus loin parce que il n'est pas aussi spectaculaire sur les réseaux sociaux ou à gauche ou à droite ou dans la NFL que d'autres receveurs de passes, mais au final, il fait le travail et ça peut vraiment être un bon joueur à emmener là, dans votre fantasy football. Je vais regarder également le match parce que je pense que ça va donner une bonne indication là, si les Cowboys vont faire les éliminatoires. S'ils ne sont pas capables de chauffer ou battre les Browns, ben automatiquement, ça nous montre que tous ces matchs-là là, vont être extrêmement difficiles là, pour les Cowboys. Et ça ne me surprendrait pas de voir les Cowboys partir avec une fiche de 2 victoires, 4 défaites là, et automatiquement là, sentir la soupe chaude. Et on sait très bien qu'à Dallas, comme à Montréal avec le Canadien, à Dallas dans la NFL, il y a beaucoup de bruit autour de l'organisation. Pour le match de 20h, ça va être intéressant. Le Rams contre les Lions dimanche soir. Deux équipes super dynamiques en attaque. On a des très bons joueurs là, que vous avez sûrement dans votre fantasy football. Donc, ça va être un match spectaculaire. Je pense que l'attaque, je donne un léger avantage aux Lions, mais à la défensive, avec le coaching, peut-être une petite légère avance pour les Rams, mais ça va être vraiment là, du 50-50. Je pense que c'est deux équipes qui peuvent finir avec la même fiche au final, une fiche de 11 victoires environ là, pour les deux formations. Ce qui m'amène au match du lundi soir, le match qu'on va sûrement surveiller, là, surtout dans la grande région de New York, parce que c'est les Jets contre les 49ers. Le match est à San Francisco. Ça va vraiment pas être facile pour Aaron Rodgers, mais on va espérer qu'il va jouer plus que 4 jeux offensifs pour Aaron Rodgers, parce que sinon, encore une fois, les gens là, qui ont repêché Garrett Wilson en fin de première, début de deuxième ronde, on va se gratter la tête parce qu'on a manqué toute une occasion. Là. Pour Aaron Rodgers, j'ai l'impression que ça va être difficile. On n'est pas sûr encore à 100% d'être super à l'aise dans la pochette de New-Yorkaise. Et là, on va avoir besoin d'un grand match d'Aaron Rodgers pour rester dans la partie parce que les 49ers, c'est une équipe qui est excellente. Chose qui peut fonctionner pour les Jets, c'est que chez les 49ers, il y a beaucoup de bruit également. Là. On a eu la signature tardive et tout ce tralala avec Brandon Ayuk, le receveur, un des receveurs vedettes de la formation de San Francisco. Et là, on a également des négociations difficiles avec le bloqueur à gauche, Trent Williams, qui est excellent, le meilleur à sa position, mais ce qui fait en sorte que le bloqueur à gauche, s'il décide de ne pas vouloir jouer la première partie parce qu'il n'y a pas son contrat qui a été renégocié, c'est encore du bruit autour de San Francisco. C'est une équipe qui, si on se concentre sur le terrain, la meilleure équipe de la Ligue. Là. On a une formation là, pactée. Là. Christian McCaffrey, George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk. On a 4 joueurs vedettes seulement à des joueurs de position là, pour les 49ers. Et la défensive, elle est encore meilleure que l'attaque avec des Nick Bosa et etc. Donc, c'est vraiment là, une bonne attaque, une bonne équipe, une bonne défensive, mais il faut essayer d'éviter ces distractions. Et là, déjà, dans le camp d'entraînement, on en a deux. Là. On a Brandon Ayuk qui avait été changé aux Steelers. Finalement, il a décidé de refuser. Avait été changé aux Patriots. Finalement, ça a été refusé. Ça a tombé à l'eau. Là, il a été retiré. Finalement, il a décidé de signer avec les 49ers. Et il y a aussi là, maintenant la négociation difficile avec peut-être le meilleur joueur de la formation, Trent Williams, bloqueur à gauche des 49ers. Et si on n'a pas un bon bloqueur à gauche comme Williams, bien automatiquement, Brock Purdy, ça va être plus difficile cette saison parce qu'il est tellement dominant à sa position que ça fait en sorte que on donne peut-être une demi-seconde ou une seconde de plus à des corps arrière de la NFL. Une seconde de plus à un corps arrière de la NFL, ça change tout. Ça change un corps arrière moyen à un corps arrière élite. Donc, je pense vraiment que ça va être ce point-là qui va être intéressant à surveiller. Bon, je veux revenir dans l'épisode parce que sur la page Instagram de Fanball le Balado, on a proposé la formation de Gabriel, coproducteur de l'émission, et la formation de Philippe, moi-même. Donc,
avec notre repêchage dans notre ligue qu'on est un contre l'autre. Dès la première semaine, on s'affronte, c'est quand même très intéressant. Et je vous dis les 8 joueurs. 8 joueurs chaque. Donc pour Gabriel, on a Jordan Love à la position de corps arrière. On a Garrett Wilson, Rashid Rice, Saquon Barkley, Josh Jacobs, Sam Laporta, Zay Flowers, Zach Moss. Pour ma formation, j'ai Jaden Daniels comme corps arrière. Après, j'ai Amari St. Brown, DK Metcalf, Karen Williams, Kenneth Walker des Seahawks, Dalton Kincaid, Alvin Kamara et Jerome Ford. Donc, je vous ai nommé 8 joueurs. Et notre sondage, vous avez répondu que Gabriel avait une meilleure équipe que la mienne. Et j'ai poussé l'évaluation à un peu plus. Donc, j'ai été position par position. Premièrement, je suis allé avec les corps arrière. Selon moi, Jaden Daniels contre Jordan Love, c'est pas mal du 50-50. Pour l'instant, j'ai l'impression que Jordan Love est un peu meilleur parce qu'on n'a pas vu Jaden Daniels. Par contre, j'ai l'impression que le plafond de Jaden Daniels au niveau fantasy football, pas au niveau corps arrière de la NFL, au niveau fantasy football, est un peu supérieur à Jordan Love, ce qui fait en sorte que pour moi, c'est du 50-50. Par la suite, si on prend les deux positions de receveurs partants, on a Garrett Wilson et Rashid Rice du côté de Gabriel. Et de mon côté, j'ai Amari St. Brown et DK Metcalf. Je donne l'avantage à mon équipe. DK Metcalf et Amari St. Brown. Je pense que tant St. Brown contre Garrett Wilson, ça peut être du 50-50. Je pense que DK Metcalf contre Rice, c'est l'avantage est du côté de Metcalf. Donc, petit avantage. Donc, si, mettons, on y va au résultat 1-0 pour mon côté. Par contre, pour les porteurs de ballon, je donne l'avantage à Gabriel. On a Saquon Barkley et Josh Jacobs. Puis de mon côté, j'ai Karen Williams et Kenneth Walker. C'est serré. Ça aurait pu être du 50-50, mais je pense qu'avec la blessure d'AJ Dillon des Packers, ben là, on donne beaucoup plus de possession à Josh Jacobs, ce qui fait en sorte que la balance vient de tomber du côté de Gabriel avec, entre autres, Saquon Barkley. Vous l'avez entendu aux autres émissions, là, j'ai l'impression qu'il pourrait exploser cette saison et connaître une saison à la Christian McCaffrey. Ce qui m'amène au résultat à 1-1. Après, on tombe à la position d'ailier rapproché. Il y a Sam Laporta dans l'équipe Gabriel. Et de mon côté, j'ai Dalton Kincaid. Même si je suis vendu Kincaid, je n'ai pas le choix d'être réaliste et donner l'avantage à Sam Laporta et l'équipe Gabriel pour les raisons que l'on connaît. Laporta a connu une saison extraordinaire l'année dernière. Et même si on dit qu'avec les Bills, on a perdu Stephon Diggs, donc on va peut-être avoir un peu plus de réception vers Dalton Kincaid, ça reste qu'on ne sera pas capable de rivaliser, je crois, semaine après semaine contre un Sam Laporta. Ce qui m'amène aux deux positions flex dans cette fantasy football-là. On n'avait pas de kicker, mais on avait plutôt un flex supplémentaire, donc on se retrouve avec deux flex. Et là, j'ai Alvin Kamara et Jerome Ford contre Zay Flower et Zach Moss. Je donne l'avantage à Kamara et Ford, donc à mon équipe. Pour la bonne raison que Kamara, je crois qu'il est un joueur plus complet que Flower et Moss. Et aussi parce que Jerome Ford, avec l'annonce comme quoi que les Browns n'allaient pas faire partir Nick Chubb en début de saison là, pour les 4 premières semaines, au moins là, pour qu'il se rétablisse de sa blessure, ça donne un avantage. J'ai un porteur de ballon numéro 1, contrairement à Zach Moss, qui n'est pas numéro 1 dans son équipe, où ça va être peut-être plus du 50-50. Donc, Zay Flower va connaître définitivement un petite régression, là, selon moi, en raison du retour de Mark Andrews à temps plein pour la formation des Ravens. Donc, on revient au pointage. C'est 2-2 avec des corps arrière à égalité. Et ça va devenir extrêmement serré. Je vais vous donner le résultat là, la semaine prochaine à l'émission, à savoir si finalement mon évaluation là, est pas mal bonne pour les deux formations. Donc, merci aux gens qui ont voté là, sur notre page Instagram. Je vous rappelle qu'on est beaucoup plus présent cette année sur Instagram et sur TikTok et sur YouTube. Donc, vous avez simplement à inscrire le Fanball, le balado et vous allez trouver tous les liens. On poste
une émission par semaine de Fanball sur Spotify et sur YouTube, mais il y a également du contenu là, à tous les jours là, sur la page de TikTok et Instagram de Fanball le balado. Si vous mangez football, mangez fantasy football, allez suivre ces 2 pages. Je veux revenir aussi sur... je vous ai parlé de Dylan, l'annonce aussi de la blessure d'Hollywood Brown fait en sorte que Rashid Rice, sa valeur vient d'augmenter, surtout qu'on a appris qu'il ne sera pas suspendu, n'est pas là, vraiment là, sous le radar là, de la NFL, ce qui fait en sorte que Rice, qui on pensait pendant quelques semaines se retrouverait peut-être 2e receveur de passe, même peut-être 3e receveur de passe avec les Chiefs, va s'emparer de la première position de receveur de passe des Chiefs en raison justement là, de la blessure d'Hollywood Brown. Ça peut être une bonne option. Il sort très tard là, dans les repêchages fantasy football, donc sauter sur l'occasion. Et je me suis amusé là, à regarder quelques défensives qui peuvent sortir assez tard dans les repêchages, parce qu'il y a 2 options pour la défensive. Hein. Soit aller chercher une défensive vedette, on parle des Jets, on parle des 49ers, on parle des Ravens, ou d'aller avec une défensive qui ont des duels intéressants semaine après semaine. Et j'en ai noté 2, entre autres les Chargers qui commencent la saison contre les Raiders de Vegas. Nouvelle défensive avec les Chargers, on a le système Arba, donc j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus physique et ça peut être payant parce qu'on va, d'après moi, aller chercher plus de revirements et de perte de ballon. Donc ça peut être intéressant. Et l'autre défensive que j'ai remarqué, c'est les Bengals de Cincinnati qui commencent l'année contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mes Patriots qui ne devraient pas être dans l'élite cette année. Donc avec les Bengals, sans nécessairement dire qu'on va aller chercher là, énormément de points, on va quand même aller chercher une bonne dose de points parce qu'on n'accordera pas beaucoup de points, j'ai l'impression. Donc, on va aller chercher un facile. Là. J'ai l'impression que les Pats peuvent peut-être inscrire 10 points, 13 points maximum dans cette rencontre. On n'a pas les armes offensives pour inscrire des 25, 28 points à chaque semaine. Ça va être peut-être intéressant là, d'aller choisir les défensives qui affrontent les Patriots cette année parce qu'on ne sera pas spectaculaire à cette position. Voilà ce qui met fin à cette émission de Fanball. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de partager l'épisode, que ce soit le lien Spotify, le lien YouTube, partager ou liker nos pages sur Instagram et TikTok. C'est vraiment notre récompense. Là. On ne fait pas ça pour l'argent parce qu'on serait vraiment pauvre. On fait ça pour le plaisir de créer une communauté football. Et je pense que c'est la meilleure des... la meilleure chose que vous pouvez nous dire, c'est tout simplement partager et d'apprécier nos publications semaine après semaine. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir à toute l'équipe. Justement, en parlant d'équipe, je voudrais remercier encore une fois là, les gens qui ont participé à l'émission, là, que ce soit Gabriel Fournier et Myriam Lesage-Vachon, là, à différents rôles, avec les idées de sujet, également les publications, le montage vidéo, les éléments là, visuels pour les publications. Donc, vraiment, merci à mes 2 associés, qu'on pourrait dire, là, du balado Fanball. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, surtout une bonne première semaine de football de la NFL. Enfin, c'est commencé. On se retrouve la semaine prochaine.